deux aspects dans le commerce que j'ai appris dans mes années en tant que commercial. Comme tu viens de le dire justement, c'est l'aspect vente, mais il y a aussi l'aspect marketing. Un formateur, déjà de base, il va être devant un groupe. Et il y a un aspect pédagogique, d'animation. Le formateur, il est là pour transmettre des compétences, pour amener les gens à monter en compétences par rapport à des exercices, par rapport à des activités que tu vas leur faire faire. Comment je fais mon choix entre je prends une formation, je prends un coaching ou je prends un consultant? Bonjour les amis. Yo. Épisode numéro 8. On les compte au fur et à mesure et on arrive maintenant à 8 épisodes. Ça passe vite. En moins de 4 mois. Ouais. Franchement, On a pris le coup. En moins de 4 mois, mois, parce qu'on a commencé fin janvier et là on est mi-mai, à l'heure où on tourne. Donc on avance pas mal. Et puis on a toujours des invités qui sont à chaque fois différents. Je pense que et de qualité. Je pense que les auditeurs ils vont aimer la diversité de nos intervenants. Et aujourd'hui on a un intervenant de marque, Gabriel Moreau. Bonjour Gabriel. Bonjour, merci à vous pour l'invitation, merci. Et donc je suis content de te recevoir parce que tu as une énorme richesse à nous apporter aujourd'hui. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire tout le tour de ce que tu peux proposer en termes de contenu et en termes de vision. Parce que derrière, il y a aussi une vision du monde que tu peux nous décrire. On a aussi à ma droite le célèbre Delil qui boit son petit café, thé des conseils. On fait un petit peu de C'est ça. On est bien reçus. Ouais, bah c'est le principal. Ouais, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a Gabriel Moreau qui est aujourd'hui formateur, qui travaille à son compte depuis combien de temps du coup? Et maintenant, ça fait 13 ans. 13 ans que tu es à ton compte. Et tu as commencé en tant que salarié. C'est quoi à peu près ton parcours? Alors mon parcours, effectivement, on va dire que j'ai eu une part de ma vie où j'étais salarié, en tant que commercial, majoritairement. Et puis ensuite, très rapidement, je me suis mis à mon compte parce que la transition, je crois qu'elle s'est faite, j'avais 29 ans. D'accord. Quelque chose comme ça. Et c'est quoi qui a fait que tu as switché en auto-entrepreneur ou en entrepreneur? Le déclic. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y avait un déclic. Maintenant, on va dire que le fait d'entreprendre, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis l'adolescence, je pense. Ouais, c'est même quasiment sûr. Maintenant, j'avais des croyances limitantes qui m'empêchaient de passer à l'action. C'est vrai que quand on a 21, 22 ans, on peut aussi monter certaines compétences, parce que mine de rien, se mettre à votre compte, Delil, tu sais ce que c'est. Ça, on a besoin de compétences pour pouvoir le faire. Et puis aussi, quand je parle de compétences, c'est aussi un état d'être, d'une certaine maturité. Et clairement, à 21 ans, je ne l'avais pas. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai attendu. D'accord. Tu as demandé aussi un deuxième déclic, je vais te répondre tout de suite. Le deuxième déclic, concrètement, c'est que je ne trouvais pas ma place en tant que salarié par rapport à la philosophie des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, sans les nommer directement, tu as travaillé dans quel domaine? Ouais, tout à fait. J'ai travaillé, j'ai vendu différents produits, de la pièce automobile, de la publicité. Et puis ensuite, j'ai une grande partie de ma carrière de commercial dans le domaine du bâtiment. D'accord. Donc plutôt orienté vente, commercialisation. Exactement. D'accord. Vente terrain, sur le terrain, ouais. Ok. Donc la prospection de quel type? Téléphonique ou tu te déplaces directement auprès des clients? Les deux. Les deux? Tout à fait, ouais. Et alors pendant ces 11 ans d'expérience, 10 ans? Une dizaine d'années, c'est ça. Une dizaine d'années. T'en as retiré quoi de ce monde-là, du salariat ou même de tes expériences? Ce que j'en ai retiré, sur le point de vue positif, c'est que ça m'a énormément apporté en termes de relations humaines. Le commerce, c'est les relations. Et ça m'a vraiment apporté. Je remercierai toujours mes premiers chefs des ventes, mes clients, qui m'ont parfois donné des feedbacks, qui m'ont challengé, mais en même temps qui m'ont fait grandir. Et je crois qu'au-delà du résultat commercial que je pouvais acquérir avec le temps, les chiffres, là je parle vraiment des chiffres, c'est pas ça qui me bottait dans le commerce. C'est vraiment la relation humaine. Ouais, ok. Côté social, un peu ça, comme l'école. C'est ce que je peux retirer. Moi, je trouve que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est une idée reçue, toi qui côtoie beaucoup plus d'entrepreneurs que moi, c'est qu'il y a beaucoup de profils d'anciens commerciaux, d'anciens vendeurs qui ont trouvé la voie de l'entrepreneuriat, parce que je pense que pour eux c'est beaucoup plus facile, parce qu'une des compétences les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est la vente. Ouais, tout à fait. Et du coup, le switch est plus facile qu'une personne qui est très administrative ou qui est timide de faire cette démarche-là. Complètement. Et c'est ce que tu... Ouais, je te rejoins complètement, parce que on va dire qu'il y a deux aspects dans le commerce que j'ai appris dans mes années en tant que commercial. Comme tu viens de le dire justement, c'est l'aspect vente, mais il y a aussi l'aspect marketing, étude de marché. Et c'est vrai que ça, quand tu montes une entreprise, bah, tu as quand même des sacrés leviers avec toi pour pouvoir le faire. Ok.
Et donc du coup, après, tu t'es directement rentré dans le monde de la formation. Comment, au niveau entrepreneurial, comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place? La transition, tu veux Ouais, la dire? transition, comment tu as conçu ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, pour tout vous dire, quand j'ai voulu mettre à mon compte, mon projet, c'était de devenir coach en entreprise. D'accord. C'était vraiment le premier projet. Et quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis pris pas mal de barrières. Parce que des écoles de coaching que j'ai pu contacter me disaient, mais Monsieur Moreau, 28 ans, 29 ans, c'est jeune pour être coach. Est-ce que vous avez fait un travail sur vous? Est-ce que vous avez fait des thérapies? Est-ce que La crédibilité. la quoi. crédibilité, Ouais, c'est ouais. ça. Tu vois, c'est en fait l'idée vraiment du travail sur soi, de ses compétences, de son être, de ses croyances, de ses émotions. Et c'est vrai qu'à 28-29 ans, j'avais déjà un parcours là-dessus, mais pas assez. Non, pas assez séduisant pour les futures entreprises que je pourrais contacter. Donc tu avais en fait un manque de crédibilité auprès déjà de C'est l'organisme de ça, formation. ouais. Et du coup, pourquoi tu as quand même continué à aller de l'avant et pourquoi tu t'es pas arrêté à ça en fait? Parce qu'ils m'ont dit une chose qui m'a quand même vachement aidé, c'est qu'ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne vous lancez pas formateur? Ils m'ont dit, vous avez environ 10 ans d'expérience, c'est ce qu'il faut pour se lancer formateur, même ça aurait pu être un peu moins. Donc commencez par devenir formateur. Ok. Et alors c'est quoi la grosse différence entre formateur et coach? C'est quoi le... Parce que souvent on assimile ça aux deux, même les formateurs, même ils ont du mal à segmenter la partie formateur, la partie coaching, tu vois, et souvent on voit pas nécessairement la frontière entre les deux. Ouais, complètement. Je peux t'apporter un élément de réponse là-dessus, bon, même si c'est la mienne, mais je pense que ça va être quand même dans le vrai. Un formateur, déjà de base, il va être devant un groupe. Et il y a un aspect pédagogique, d'animation. Le formateur, il est là pour transmettre des compétences, pour amener les gens à monter en compétences par rapport à des exercices, par rapport à des activités que tu vas leur faire faire. Le coach, lui, il a une posture qui est complètement différente. Déjà, coach, en mot anglais, on entend accompagnement, donc il y a plus cet accompagnement individuel déjà, pour commencer. Et deuxièmement, on pourrait rajouter une question, quelle est la différence entre un consultant et un coach? Après, il y a du consulting et du coaching. Voilà. Le consulting, il vient 1 heure, il te pose les questions, tu balances. Coach, je pense que ça va plus loin que ça, plus loin que le consulting. C'est Études de cas, mise en pratique et aussi un peu de formation. Ouais. C'est ce que j'imagine, moi. Alors le coach, en fait, ça tient en un mot, c'est le comment. D'accord. En fait, en réalité, le conseiller, on pourrait dire que dans les protocoles de coaching, le conseiller, lui, il a le droit de conseiller, c'est son métier. Donc il a le droit de dire, bah, faites comme ça, je vous conseille de faire comme ça. Le coach, lui, Un peu déontologiquement plus subtil. parlant, il ne peut pas le faire. Il va poser les questions à son apprenant pour lui dire, tu bloques là-dessus, c'est quoi tes outils? Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour pouvoir performer là-dessus? Un peu plus subtil. Exactement, Donc, c'est plutôt à travers des exercices, du questionnement. C'est ça, c'est l'emmener l'apprenant, tu dans la l'amènes à direction. réfléchir sur lui-même. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai une question qui me vient tout de suite. C'est par exemple, moi je suis dans une entreprise, je suis dirigeant d'une entreprise où je suis entrepreneur et j'ai besoin de monter en compétences. Comment je fais mon choix entre je prends une formation, je prends un coaching ou je prends un consultant? C'est comment en fait moi je choisis la voie, parce que souvent déjà on ne connaît pas la définition et comment nous on peut faire le meilleur choix en termes de compétences à aller chercher, tu vois, pour notre boîte. Je comprends. Déjà, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai dit, déjà, la formation, pour la plupart de mes clients, ils ont un besoin, et c'est pour former leurs salariés. D'accord. Donc déjà, ça prend son sens. Ensuite, par expérience, un coaching, pour l'avoir fait plusieurs fois, mais moins que la formation, c'est pour ça que je me considère plus comme formateur. En réalité, ça va être, imaginons que tu es chef d'entreprise, tu vas dire, j'ai une personne dans mon entreprise là qui galère sur ces points-là de compétences, est-ce que tu peux l'aider? Donc on va se retrouver sur une individualité. D'accord. Une individualisation, ouais, c'est plus ça, ciblé. exactement. Ouais. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc on va dire que ça va être vraiment de par ton besoin. Et si par hasard la personne que tu as en face de toi a les 3 casquettes, bah, ce sera elle qui va être à même À de dire. déterminer à travers un audit Exactement. ou C'est ça. une découverte. Exactement. c'est ça. Et est-ce que toi tu conseilles par exemple, on est dans une entreprise, moi dans mon association dans laquelle je travaille, on a besoin beaucoup d'être formé parce qu'on fait de l'animation, D'accord. on va devenir KLP, donc on va faire de la formation et les formateurs ont aussi d'être formés, tu vois, Oui. aussi Bien eux-mêmes. sûr. Tout à fait. Donc du coup, est-ce que quand tu prends un professionnel, est-ce que c'est bien de séparer un coach du formateur ou est-ce que tu peux avoir la même personne dans ces mêmes casquettes-là, tu vois? C'est un peu technique ce que je peux te poser. En fait, là tout de suite, ça me fait appel à
un lien que je pourrais avoir, par expérience, une fois de plus, c'est que mine de rien, que tu sois formateur, coach ou consultant dans les entreprises, il y a quand même un lien de confiance qui est super important à créer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, ça vous est peut-être arrivé, l'ostéopathe que tu vas prendre, le médecin que tu vas prendre, tu vois, tous ces spécialistes. Moi, je suis que là-dedans, moi. Que dans la confiance. T'as vu, si le feeling il passe pas avec le gars qui te manipule, t'as pas confiance. Pareil. Donc, tu trouves ça totalement cohérent d'avoir un formateur qui forme, par exemple, tes équipes et qui, toi, en tant que chef d'entreprise, va te coacher. Ça peut, effectivement. Et j'ai rencontré sur Paris des personnes qui ont ces postures-là, des consultants, coachs qui ont cette posture. Souvent ça va de pair, parce que c'est comme mon parcours, je le vois, j'ai commencé formateur, après je suis parti sur Paris pour avoir des formations en tant que consultant, et puis après là tu vois je suis au niveau du coaching parce que c'est vrai que ça m'attire beaucoup. Maintenant c'est vrai que je préfère les groupes que l'individualisation, donc parfois je me dis oui un jour je ferai une formation de coaching, parce que maintenant je pense que j'ai la légitimité de le faire, maintenant c'est plutôt l'envie, et surtout à quoi ça va me servir. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, tu proposes quel type de formation alors? Aujourd'hui, donc, ce que je propose en formation, on va dire que pour faire, on va dire 2 grands domaines, il y a le domaine du commerce, donc tout ce qui touche les techniques de vente. Par exemple, tu as des vendeurs, des commerciaux, tu me dis, il faudrait que tu les aides pour qu'ils prospectent mieux, pour qu'ils négocient mieux, pour qu'ils closent mieux. Donc ça, c'est dans mes compétences. Et puis ensuite, l'autre aspect, c'est la communication. Donc ça peut être sur notre aspect de comment être plus assertif, comment exprimer des critiques. Donc on va être plutôt dans le management, là, tu vois, sur la cohésion d'équipe. Et enfin, la troisième thématique que j'aime beaucoup, parce que j'ai de plus en plus de demandes, c'est sur l'efficacité personnelle. Et donc là, on va être plutôt sur la gestion du stress, on va être plutôt sur la gestion de nos émotions, donc l'intelligence émotionnelle. Et puis, toute problématique de croyances limitantes qui peuvent nous empêcher de passer à l'action ou avoir des meilleurs résultats. Ouais, donc tu as la partie un peu psychosociale où tu travailles, tu as les compétences techniques par la vente, c'est ça. Et après tu as tous les liens en fait, interpersonnels qu'il peut y avoir dans l'entreprise. C'est ça, exactement. Tu travailles sur ces 3 leviers-là. C'est ça. Donc c'est assez large. Global, c'est assez large. Et du coup, c'est qui tes clients en général depuis que tu t'es lancé? Alors en général, donc, on va dire que le gros de mes activités, c'est les universités aussi. Parce que je peux former soit des commerciaux ou des futurs managers. Sinon, le deuxième point, ça va être en entreprise. Donc les entreprises, une cible que j'aime beaucoup, c'est le social maintenant. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans le social, il y a quand même des besoins, surtout en termes de gestion du stress. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup cette cible. D'accord. Avec les années, même peut-être encore plus que le domaine du commerce. Ouais, ça me parle encore plus. Alors dans le domaine du commerce, tu avais dit quel type de sujet? Et donc après, surtout dans le bâtiment. Bâtiment. Ouais, oui, parce que c'était mon passif. Donc dans le bâtiment. Donc c'est des commerciaux qui sont censés vendre. C'est ça, du chauffage, de la climatisation, l'isolation. Tout ce qui est rénovation énergétique. C'est ça, exactement. C'est ça. Qui est en pleine expansion. En ce moment. D'accord. Et eux, est-ce que tu ressens de la part de ces métiers-là du stress ou de la difficulté, ou est-ce que tu ressens une certaine détresse de la part de ce corps de métier, ou c'est des personnes qui sont assez joviales? Comment ils sont en général? Je dirais que ça, c'est un aspect positif dans le côté du commerce, et donc pour les commerciaux. En général, on a quand même des personnes qui sont plutôt orientées gagnants. D'accord. Donc, qui ont cet esprit positif et qui vont vouloir performer encore plus. Donc, ambitieux. Sinon, ils ne feraient pas ça. C'est ça. On dirait donc du coup le mindset il est un peu aligné avec le métier. Donc du coup, tu n'as pas cette dissonance-là qui arrive. Complètement. Ok, donc c'est plus facile pour toi. C'est ça. Alors, je crois que tu étais à la CCI là. Oui. Alors, c'était quel type de formation que tu proposais à la CCI? Eh bien, alors là, technique de vente. Technique de vente. Ouais. Alors pour des futurs commerciaux ou des commerciaux qui sont déjà en place? C'est ça, des futurs commerciaux, enfin déjà qui sont déjà en place, parce qu'ils sont en alternance, des licences, et qui seront des futurs responsables de développement commercial. D'accord. Et comment toi tu trouves tes clients globalement? C'est une bonne question. Par quel moyen tu as trouvé, tu as réussi à avoir ton panel d'activités? C'est une très bonne question parce que on va dire que je rigole un petit peu, c'est pour ça. En fait, le domaine du coaching, comme du conseil, je fais souvent le lien avec le spectacle. Il y a pas mal de gens qui le proposent, mais il y a peu d'élus. Oui,
Ok, très bien. Quand je dis des élus, c'est ceux qui gagnent. Ouais, les coachs quoi. C'est ça. J'ai rencontré des consultants qui font sur 50 000 euros à l'année en prestation de service. Mm. Donc ils vivent très bien, ils vivent mieux que des médecins. Mm. Mais il y a très peu d'élus. Alors pourquoi? Il y a une raison à ça. C'est que comme j'ai dit, c'est que c'est un métier qui est quand même intrusif. Dans le sens où tu vas dans une entreprise, tu vas aller voir des problématiques, tu vas drainer des problématiques et tu vas faire surtout des fois relever aussi des problématiques que peut-être que la personne n'a pas conscience. Vu que tu vas avoir cette posture-là, il faut que la personne en face de toi soit prête à vouloir évoluer, ouverte. Et déjà, j'ai plus les chiffres, mais je crois que la demande en formation en France, ça doit équivaloir à 10-15%. D'accord. Donc déjà, c'est pas énorme. Et donc, comment ça se passe pour trouver des clients? Ça se fait beaucoup par rencontre, par bouche-oreille. D'accord. Parce que ça va être, tiens, j'ai vu Gabriel, tu peux y aller, c'est quelqu'un de confiance. D'accord. Il a travaillé pour nous. Ou alors c'est par rencontre, tiens, par exemple, je fais des salons du livre. Là, j'ai rencontré un très très beau prospect. Inch'Allah, j'espère que ça va se faire. Et c'est vrai que. Inch'Allah, ça se fait. Ouais, complètement. Et parce que je l'ai rencontré en physique. Et t'as discuté. Et j'ai discuté avec lui. Ah Il y a ouais, un lien de confiance qui s'est mis en Ouais, place. c'est un peu système de réseautage. C'est C'est ça. pas sur les méthodes un peu du nouveau millénaire. On travaille le digital ou le ads. on met de la publicité sur des moteurs de recherche ou des réseaux Complètement. sociaux. C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, ça te permet de faire une visibilité, mais concrètement, non, c'est pas par là que je trouve mes clients. D'accord. Non, c'est pas par là. Et alors ta chaîne YouTube, elle t'apporte quoi exactement? Ouais, alors ma chaîne YouTube, comme je te dis, pour moi c'est une vitrine, déjà avant toute chose. C'est vrai que comme beaucoup, quand je l'ai créé en 2016, j'avais cette idée de créer une activité, pas forcément youtubeur, mais tu vois, d'avoir une activité digitale. Créateur de contenu. C'est ça, puis de voyager. En fait, en réalité, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup donné, tu vois, d'énergie, et puis ça ne donnait pas. En fait, j'ai même participé à des séminaires, tu vois, pour comprendre le séminaire de Sébastien Knight, entrepreneur libre, qui était vraiment très enrichissant. Et je me suis aperçu que sur 400 personnes qui participaient, on était la plupart à être dans cette problématique. Qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bosser sur Internet. Et peu d'élus. C'est toujours la même chose, Pareto, 80. Complètement. Et en fait, pour vraiment être transparent avec vous, je crois qu'à un moment donné, même au fond de moi, je me suis dit, peut-être que ça ne marche pas, cette direction, parce que je suis tellement pour le lien physique et humain, qu'en réalité, Internet, ça me parle pas plus moins que ça. que beaucoup moins. Et tu avais quoi comme, en termes de contenu, tu faisais des vidéos assez souvent? C'était quoi ta fréquence de création? J'ai tout testé, une par mois, une par jour, une par semaine, une tous les 15 jours. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retiré alors? Qu'est-ce que j'en ai retiré? J'en ai quand même retiré qu'aujourd'hui j'ai quand même une audience qui me suit dans ma newsletter, donc des gens, et je le vois, parce que d'ailleurs c'est aussi grâce à eux que j'ai pu écrire mon livre, qui m'ont demandé, donc il y a une communication qui se crée, mais par contre, donc des livres vendus aussi, mais de là à vendre des formations à 1000 euros, 2000... Ouais, c'est pas le lieu pour le faire. Non. Par contre, je trouve que c'est quand même aussi un bon laboratoire. Parce qu'on n'a pas encore parlé de la pyramide de 1000, mais c'est aussi avec ces gens-là que j'ai pu créer mon étude de marché. D'accord. Tu vois, ils répondent. Oui, j'ai écouté un youtubeur qui disait que lui, YouTube, ça ne rapportait pas d'argent, mais ça le challenge énormément. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu fais une vidéo, tu prépares, tu travailles en amont intellectuellement de ce que tu vas dire, comment tu vas mettre en phase, comment tu crées comment tu crées ta communication, tu apprends, et du coup tu donnes de la valeur, et toi-même, tu grandis parce que tu t'améliores ton niveau à chaque vidéo. Tu vois. Exactement. Et où là on peut être surpris, je me rappelle d'un commentaire il y a peu de temps que j'ai eu, parce que je fais une série là, sur la création de l'école, et c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas créé de vidéo, et il y a une personne qui m'a dit, alors c'est quand la prochaine? Donc tu vois, comme quoi il y a des gens qui sont là dans l'ombre, et qui attendent. S'y habituent, quoi. C'est ça, ils ne sont pas forcément clients, mais peut-être qu'un jour ils le seront. Oui, effectivement. Et puis peut-être qu'ils vont te recommander à une personne qui t'a vu, ah oui, je suis quelqu'un qui fait du très bon contenu depuis plusieurs années, qui a l'air passionné, qui produit beaucoup de valeur. C'est ça. Ça peut payer par rapport à ça. C'est ça. Et du coup, alors ton contenu, tu l'axes sur quoi sur YouTube? C'est quoi tes thèmes sur lesquels tu... Donc, on va dire qu'il y a eu ma chaîne, on pourrait dire qu'il y a eu deux vies. Enfin, il y a toujours eu maintenant une deuxième vie, mais la première vie, c'était vraiment sur mes aspects de la communication, la vente, parce que c'était il y a 6-7 ans en arrière, j'étais à fond là-dedans. Au bout de, je sais pas, peut-être 3-4 ans, justement, parce que après ce séminaire, après, t'es sur un peu les plates, remise en question, j'ai dit, bon, je vais faire une pause, faut que je vois.
Et puis ensuite, bah, j'ai créé la pyramide 2000, j'ai fait une pause. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je vais voir qui je peux réellement cibler. Parce que réellement, en fait, je me suis aperçu d'une erreur que j'ai pu faire au départ, c'est que mon avatar n'était pas ciblé quand je faisais mes vidéos. Je faisais mes vidéos par plaisir. Donc quelque part c'est bien, c'est génial. Oui, c'est pareil, moi aussi. Bah ouais, mais en même temps... T'as une idée, tu te dis, vas-y, je vais la transmettre. C'est ça. Parce que je me disais, la communication c'est bien, tout le monde communique. Erreur. Généraliste. Voilà, c'est ça, erreur. Tout le monde communique, bah ouais, en fait, donc tout le monde, personne n'achète. Enfin, entre guillemets. Par contre, peut-être qu'à un moment donné, et j'ai pas voulu aller par là, j'ai fait une vidéo sur la manipulation. La vidéo, tu vois, c'est une vidéo peut-être qui a fait plus de 100 000 vues et très rapidement elle est montée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et d'ailleurs c'est ce qu'un consultant m'a dit dans le digital, il dit mais pourquoi tu te mets pas sur ce filon? Là tu vas vendre. Bah ouais mais non c'est pas mon truc. Enfin, j'ai pas envie d'aller former des particuliers sur la manipulation, les problématiques de couple. Surtout non, c'est pas mon métier. Ton mental et ta façon d'être c'est mort. Non c'était pas ça. D'accord. C'était pas ça. Mais oui effectivement, parce que je te dis quelque chose peut-être. Parce que pourquoi sur la manipulation il y avait quoi de sombre? Là, ce qu'il y avait de sombre, c'est qu'en fait. Machiavélique, tu vois, ce côté machiavélique. Et les commentaires, je voyais les commentaires. D'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai enlevé, j'ai désactivé les commentaires parce que j'aime bien répondre déjà. Et là, bah, j'avais en fait toute la misère des gens qui étaient en couple, qui se retrouvaient dans de la perversion narcissique. Donc, non, vraiment, ils t'ont pris pour un psy. Ouais, c'est ça. Ouais, mais même moi, des fois, j'ai des questions, ils m'ont pris pour leur notaire ou quoi? Mais surtout les métiers relationnels. Là, j'étais en réunion avec des conseillers France Service, parce que c'est ça, je suis animateur France Service du département. D'accord. Donc du coup, j'anime des réunions et effectivement, ce qui ressort, c'est ça. C'est ce côté humain où les personnes viennent avant pour présenter leurs difficultés, leurs problèmes, et après, tu traites leurs soucis. Parce que ça fait partie du métier d'avoir cette relation interpersonnelle. Complètement. Donc du coup, on l'a sur tous les métiers, que ce soit commercial ou... Tout à fait, c'est la base, tout à fait, le côté humain. Et donc du coup, là tu l'as axé plutôt sur... alors sur quelle thématique j'ai pas donc, alors c'est vrai que donc, pour aller au bout de l'histoire, donc j'ai fait une pause. Suite à ce séminaire d'entrepreneurs libres, j'ai vraiment eu un déclic de la stratégie déjà adoptée, et puis même pour moi. Et donc la première chose c'était de me dire en fait quel avatar veux-tu toucher. Donc l'avatar c'est ton client idéal. Et c'est parti de là, et donc après je me suis retrouvé, c'était un cheminement mais dans l'entrepreneuriat. En fait ça veut dire que j'ai toujours la communication comme compétence aussi que je transmets, mais ma cible c'était vraiment les porteurs de projets, les entrepreneurs. D'accord. Ok, donc ça c'est ton persona, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et donc du coup, c'est quoi le contenu que tu proposes à ces types d'entrepreneurs dans ta chaîne? Eh bien, aujourd'hui, le contenu, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce que je t'ai communiqué juste avant, l'efficacité personnelle, toujours les croyances, notre mindset en fait. Donc il y a une partie développement personnel. Et puis après, on peut retrouver le marketing, la vente. Et est-ce que toi, tu bénéficies d'un mouvement en fait national qui est un peu lié par les nouveaux, qu'on appelle ça les nouveaux influenceurs ou les nouvelles personnalités qui ont beaucoup promu l'entrepreneuriat sur pas mal de réseaux. Je pense notamment à tout ce qui est BFM et à tous les influenceurs sur YouTube. Est-ce que toi tu bénéficies un peu de ce courant d'empowerment dans l'entrepreneuriat? C'est sûr que d'une manière indirecte j'en bénéficie parce qu'aujourd'hui, tiens, regarde, je regardais encore des chiffres. En 2008, on avait environ, 2008-2009, 320, 340 000 créations d'auto-entreprises en France. Par an. Aujourd'hui, on est 1 million. D'accord. Donc, du coup, effectivement, il y a un boom. Il y a vraiment un boom, ouais. C'est ça. Et là, tu l'expliques comment ce boom? Par le fait que il y a un travail marketing énorme de la part de ces personnes-là, ou est-ce qu'il y a aussi un sentiment de remise en question du salariat et une vision qui se développe au sein des personnes pour pouvoir un peu changer cette vie de métro boulot dodo? Les gens en ont marre aussi. Comment tu perçois les choses? Il y a plusieurs hypothèses. Quand j'en parle, même, je pense à certaines structures. L'hypothèse numéro 1, c'est celle que vous dites. Ça veut dire que peut-être un ras-le-bol, un manque de sens, au niveau du management, ça c'est ce qui ressort souvent. Mais pas que. Je pense qu'il n'y a pas que ça.
Je pense qu'il y a aussi le fait que le rêve de l'entrepreneuriat, pour beaucoup, il y a cet aspect rêve de liberté, surtout en termes de gestion du temps. Le fait d'aller, quand tu as des enfants, d'aller les chercher quand tu veux, tu peux prendre. C'est le premier argument marketing qui est mis en avant. La liberté, on va dire, financière. Moi, j'ai commencé pour ça, moi. Il y a beaucoup plus de temps, et travailler moins, gagner plus. C'est ça, exactement. Ensuite, il y a aussi, et ça, parce que je le vois régulièrement, et j'ai une pensée pour ces personnes, il y a des personnes, tu sais, quand tu arrives à 40-45 ans, tu es déjà un senior, ça y est, donc limité gravataire. Et ces personnes, elles se retrouvent sur le marché de l'emploi, en transition, et elles n'arrivent pas à trouver, ou avec des salaires à la hauteur de leurs compétences. Et donc, à un moment donné, ça devient un peu comme une route incontournable de se dire, je me débrouille tout seul. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, il y a ça. Après, il y a une autre hypothèse aussi, c'est vrai qu'il y a il y a aussi une volonté de notre gouvernement, parce qu'il facilite. Voilà, c'est pas pour, c'est vraiment juste un constat. Mais déjà, on pourrait dire sur ce point peut-être merci à Sarkozy à l'époque, parce que c'est lui qui a mis en place le système de l'auto-entreprise. Et c'est vrai que ça a permis, de rien, de tester, de simplifier quand même. Donc ça, c'est vrai que ça a été pas mal. Et c'est vrai que depuis cette création d'auto-entreprise, on va dire qu'il y a quand même toujours un développement qui se met en place. Quand aujourd'hui on voit que la question se pose de la couverture sociale de l'entrepreneur, c'est bien qu'il y a quand même une avancée, c'est ça ? Une avancée, bah ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, demain tu n'as plus rien, ou tu es malade, tu l'as vécu, toi, des Lille, tu fais comment ? D'accord. C'est ça. Et du coup, alors là, l'entrepreneur, c'est un peu on va dire, l'avatar un peu large. Et alors, c'est quel type de client que tu as exactement ? Si tu avais un persona encore plus ciblé ? La sous-niche. Ouais. Oui, ils ont quel âge en général tes clients ? C'est plutôt des jeunes ou ils ont quel statut social ? Si Ça va dépendre de quelle persona tu parles, parce que j'en ai deux. J'en ai un pour les porteurs de projets, donc qui est en lien avec la pyramide 2000. D'accord. Et puis après, j'ai mes clients en conseil et en formation. D'accord, ok. Donc plutôt sur la partie entrepreneuriat. Alors sur la partie entrepreneuriat, mon avatar, c'est des personnes qui en général ont entre 28 et 45 ans. D'accord. C'est majoritairement. Ça veut dire qu'elles ont déjà une expérience du travail de salariat. Je rigole, au fond, j'ai un petit sourire parce que souvent, elles se sont un petit peu cassées les dents, elles ont eu des mauvaises expériences. Salariat, quoi. C'est ça. Donc, et du coup, tu apportes quoi exactement ? C'est quoi ta proposition de valeur à ces entrepreneurs-là ? Alors, la promesse que je donne à ces personnes, c'est que bien souvent, et c'est vrai que ça ressort souvent, c'est quelle est ma feuille de route pour entreprendre ? Vers qui je dois aller ? Qui peut me conseiller ? Et c'est vrai que bien souvent, les personnes qui veulent entreprendre ne savent pas par quel bout commencer. Un plan d'action. Oui, un plan d'action, c'est ça, exactement. Même des fois, leur idée, elle n'est pas bien mûre. Donc, je suis vraiment à la genèse de l'étape de la création, c'est ça, de la personne qui est déjà mal, par exemple, dans son emploi, ou elle peut être chez Pôle emploi, elle est en transition, en fait, en quelque sorte. Elle se pose des questions, elle a une vague idée de ce qu'elle a envie de faire, mais l'idée, c'est que maintenant, il va falloir qu'on la confirme, cette idée. D'accord. Donc moi, je les aide sur, une part de travail sur elle-même, un peu comme un bilan de compétences, et ensuite, on va matérialiser cette idée et s'assurer que oui ou non, est-ce qu'elle va se vendre. D'accord. Et du coup, c'est un outil que tu utilises qui s'appelle la pyramide 2000. C'est ça. Et c'est cet outil-là qui est un peu, on va dire, la ligne, le plan d'action. La ligne de ton plan d'action que tu proposes. C'est ça, exactement. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Cette pyramide 2000 ? Oui, tout à fait. Alors, quelque part, peut-être, j'aimerais, pour l'expliquer, peut-être revenir un petit peu à la genèse. Comme tu veux. Ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Donc déjà, je fais partie de ces personnes, mais comme il y en a beaucoup, qui ont longtemps cherché leur voix. D'accord. Mais quand je dis la voix, c'est vraiment celle que tu entends au fond de toi, ce qui te fait vibrer. Tu sais. Une mission de vie. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Répondre à cette question, c'est pas évident. En tout cas, la réponse à cette question, il a fallu que j'attende 36, 37 ans pour l'avoir. En âge, je parle. Ah oui, d'accord. Et en réalité, ce que je me suis aperçu sur mon parcours, c'est que j'avais une tendance à ne pas être stable dans les actions que je faisais sur du long terme. Ça veut dire que je commençais à faire quelque chose, un métier, puis au bout d'1 ou 2 ans, je m'ennuyais et je changeais. Quand je me suis mis entrepreneur, pareil, j'étais formateur, et je commençais à créer des offres,
Hein, ça marchait pas, j'arrêtais, je partais sur une autre offre. Au bout de 2-3 mois, j'arrêtais, je partais sur autre chose. Et j'arrivais pas à voir vraiment au fond de moi ce qui me plaisait, ce qui me faisait vibrer. Et en fait, le blocage, c'est plutôt que tu t'y retrouvais pas en fait dans tes missions, dans ce que tu faisais. Ouais, c'est ça. C'est même pas une question financière en fait. Non, c'était vraiment parce que je vivais. Oui, t'arrivais quand même à avoir des revenus, hein, c'est pas un échec financier. Non, mais c'est juste que t'étais pas aligné avec moi, ce que tu fais. je comprends parfaitement, je suis à peu près un pareil. petit peu dans cette idée-là, ouais. Ouais, je restais en tant que salarié 2 ans à peu près. Quand je commençais à m'ennuyer, c'est là que, que je changeais, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, donc pour la genèse de la Pyramide 2000, quand je suis sorti de ce séminaire d'entrepreneurs libres, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'était vraiment pour moi un déclic. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, participe à des séminaires. Enfin, réellement, ça te transforme. Et derrière, j'ai eu l'idée de faire une étude de marché, une étude express, pour aller sonder des porteurs de projets, donc des intentionnistes en fait, hein, pour essayer de comprendre quelles étaient les difficultés auxquelles ils faisaient face. Et au bout de 200 réponses, j'ai constaté, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Peur, doute, peur du manque d'argent, problème d'organisation, problème de constance, j'arrive pas à fixer mes prix, je sais pas comment me vendre. Et toutes ces peurs-là, je me suis aperçu que moi-même, en fait, j'avais les mêmes et que j'avais déjà travaillé, mais il m'en restait encore. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'une structure. Parce qu'en fait, il faut savoir, je vais aller un petit peu loin dans ce que je vais vous dire, la structure de vie, tu vois, ce qui te donne la direction dans ta vie, dans ton enfance, c'est ton père qui te la donne. Moi, le truc, c'est que, en quelque sorte, j'ai pas eu de père. Et donc, à partir de là, il a fallu que je me crée une structure, une feuille de route, en fait. Et que là, c'était un peu un engagement que je me donnais avec moi-même. C'est que là, tu vois, tu crées cette pyramide. Donc, c'est une pyramide à 7 étages où tu suis un processus. Et là, mon engagement, c'était de me dire, ok, maintenant, tu vas là-dedans. Et tant que tu n'as pas accompli ça, tu restes dans cette pyramide et tu gravis. Focus, quoi. Focus, Ouais. exactement. Et en fait, tu t'es mis dans une discipline personnelle. Exactement, c'est ça. Cette discipline qu'un parent t'amène. Tu vois, le père t'amène, en fait. Avec pour objectif aussi de transmettre aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, cette notion pour toi de et pour les autres. C'est ça. Et donc, du coup, ton focus, tu l'as mis sur quoi alors? Cette pyramide, elle t'a emmené où? Donc, cette pyramide, elle m'a emmené déjà à créer la vie de mes rêves. Et c'est quoi la vie de tes rêves alors? Tu me dis beaucoup là. C'est ça. Et donc, la vie de mes rêves, en réalité, c'était déjà bon, que c'est toujours, parce que je suis dedans, c'était le fait de créer. À l'époque, quand j'avais la vingtaine, je voyais un centre culturel. Tu vois, un centre où les gens, tu vois, je pouvais réunir les gens, qu'il y avait de la communication, il y avait de l'éducation. Mais toute forme d'éducation, parce que pour moi, l'éducation, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est savoir-être, savoir-être, le côté QI, le côté intelligence émotionnelle, et puis faire nourrir son potentiel en fait. En réalité, tu as une personne qui à chaque fois veut devenir une meilleure version d'elle-même. C'est vraiment ça que je voyais. Et donc créer cette école. Et le deuxième rêve, parce que c'était même mon côté quand j'étais commercial, j'aimais aller sur le terrain, mais j'aimais aussi être dans mon QG, tu vois, dans l'entreprise. Ouais. Et donc le côté terrain, c'est le voyage. Et vu que je fais de la musique, eh bien l'idée c'est de voyager avec ma musique. D'accord. Et comment tu y es parvenu d'un point de vue vraiment concret, ouais, c'est ça. Concret, étape par étape. On va tout savoir. Étape par étape, mais comment ça se formalise en fait aujourd'hui? Alors, je vais dire quand ça se formalise aujourd'hui, mais déjà, je crois que la clé principale, c'est avant toute chose un profond travail sur moi-même, sur mes croyances, parce qu'en fait, tout ça, ça vient de notre mental, c'est notre esprit en fait, et puis même encore plus profond, nos émotions qui nous empêchent, tu vois, d'aller vivre tout ça. Parce que bien souvent, derrière une vie de rêve, on met beaucoup les finances. Souvent, c'est une croyance limitante. Oui, mais j'ai pas l'argent pour le faire. Ouais, mais en fait, en réalité, tu peux très bien créer la vie de tes rêves puis être dans une association ou être bénévole. Pourquoi à chaque fois mettre de l'argent pour qu'est-ce que t'attends en fait? Millionnaire, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça fait le point avec le dernier interview qui va arriver très très prochainement. Donc soyez prêts les auditeurs, elle est intéressante et très poignante en plus en termes d'émotion. On a interviewé une personne qui parlait de ses expériences en Afrique parce qu'elle était africaine et tout ce qu'elle avait construit en Afrique. Une école, une personne qui avait plusieurs enfants, qui avait plus de mari et qui a décidé par elle-même de créer une école, de créer une maternité en Afrique grâce à son association
chaque année, elle rajoutait en fait des financements supplémentaires avec des cours de danse africaine ou des petits événements, tu vois. Elle a construit en fait, brique par brique, et tous ces projets-là, des gros projets avec des petits financements, tu vois. Et du coup, c'est hyper intéressant dans la construction de son projet, comment elle l'a mis en place. Tu vois. Très bien. Étape par étape. C'est ce que tu dis, en fait, donc après j'arriverai sur le concret, mais je crois que le plus important, c'est vraiment cette vision long terme. Créer la vie de ses rêves, dans ma définition, c'est tout simplement être dans sa vie et créer avec amour ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une destination. Il y en a une, bien évidemment, mais en fait, tu te focuses surtout sur ce que tu fais au présent. D'accord. Et comme tu dis, brique par brique, et ça se monte en fait. Et à chaque brique, tu prends plaisir. Délile, tu le sais, tu viens de temps en temps m'aider, tu vois bien le plaisir qu'on prend, même toi, étape par étape. Puis, c'est pas des journées. Enfin, moi, je le ressens pas comme une journée de travail en fait. Non, bah, t'es en extérieur, c'est bricolage, ça, on bricole. 4 hectares ou 5 hectares de terrain. C'est quoi le Cher qui passe chez C'est ça, le Cher qui passe, on se baigne. C'est chez lui là où il fait donc, son donc école. on va arriver sur le concret. Donc en réalité, donc aujourd'hui, donc je crée mon école. Donc l'école elle est à Saint-Amand-Montrond, donc juste à côté à 7 km. Donc Saint-Amand-Montrond, tu es sur la limitrophe entre l'Allier et le Cher, au sud du Cher. Donc je suis pas très loin de Montluçon. J'avais l'idée de cet endroit parce que dans mes ambitions, je vais y arriver, j'ai envie de rayonner nationalement, parce que des personnes puissent venir de Belgique, du haut de la France. Et c'est vrai que Saint-Amand-Montrond, là on est vraiment point central de la France. On ne peut pas faire plus central parce que le point central de la France, je crois que c'est Bruyères-Radichan, c'est à 20 bornes. Tu vois, donc, d'accord. Donc là on est je suis vraiment bien. Et donc comme le dit Délil, Dieu merci, j'ai réussi, cela dit, qui m'a offert un lieu magique avec 6 hectares de terrain, une forêt, une rivière, un beau bâtiment qui a du cachet, et donc toute l'infrastructure qui se met en place pour recevoir et faire de beaux ateliers, de beaux séminaires. Quoi. D'accord. Et donc là je suis en train de la créer. Donc c'est ce que tu appelles l'école? Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup tu es en train de bâtir ton école? C'est ça. Et quel enseignement on va pouvoir suivre dans ton école? Alors l'enseignement, il y en aura des enseignements. Parce que déjà ce que vraiment je compte faire, tu vois là ce qu'on fait là, et bien ça en vrai, en conférence. C'est avec des entrepreneurs inspirants qui ont une autre manière d'entreprendre, plutôt dans j'ai pas envie de dire des gens humanistes, mais quand même, tu vois, je connais bien Délil, je sais que derrière les prestations qu'il fait, c'est pas que je vais faire du business, non, il a vraiment envie d'aider les gens. Mais franchement, ça me fait trop penser à un principe, à un paradigme. Ouais, c'est que souvent, on va te dire, moi je suis dans le social, tu vois, donc je travaille à la Fédération des centres sociaux, et donc eux, c'est un peu les pourvoyeurs de la bienveillance, de l'humain et tout ça. Et souvent, ils se mettent en opposition avec l'entrepreneur, qui se dit, oui, l'entrepreneur, sa seule vocation, son seul but, c'est de gagner en richesse. Mais je t'assure qu'il y a énormément d'entrepreneurs que je rencontre qui sont animés par une certaine bienveillance et surtout qu'ils ont un savoir-être exemplaire. Complètement. Et du coup, moi j'aime bien parce que j'aime bien le monde de l'entrepreneur parce que ça redore un peu ce blason. Et souvent, pour être un bon entrepreneur, il faut être un très très bon être humain qui a des bonnes valeurs, de la discipline, et ça demande énormément de compétences sociales. Et du coup, ça ils ne le savent pas. Et souvent, on a ce côté d'entrepreneur. Et je parlais avec une professionnelle de ce métier-là, et je lui disais, mais est-ce que pour travailler dans un centre social, il faut avoir des valeurs? Elle me dit, oui, il faut avoir des valeurs. Mais est-ce que travailler dans une autre structure comme une start-up, est-ce qu'il faut avoir des valeurs? Elle me dit non. Parce qu'en fait, ils sont que animés par l'argent. Mais non, travailler dans une start-up, il y a des valeurs. Il y a changer le monde, changer la façon dont on va consommer les habitants. Ça peut révolutionner son secteur. Révolutionner son secteur. Il y a énormément de valeurs qu'on peut trouver dans des entreprises, on va dire, hyper profitables. Et donc, du coup, je suis d'accord. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est un côté un peu, on va dire, éducation. L'éducation à l'entrepreneuriat, je pense que c'est hyper lié en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça c'est une croyance limitante, tu leur diras. Les entrepreneurs c'est pas tous les mêmes. Il peut y avoir ceux qui pensent qu'à la thune, il y a ceux qui sont dans la mission de vie, dans changer le monde, tout en se changeant soi-même. Je trouve que c'est un des meilleurs, je pense que c'est le meilleur moyen pour se développer. T'en parles souvent, c'est comment tu dis ça? C'est l'autoroute vers le développement personnel. Ah oui, bien sûr, c'est une phrase. Parce que la voie royale du développement personnel. La voie royale du Parce que tu es obligé
toi-même de faire les choses. Personne ne va te dire fais ci, fais ça. Donc tu es obligé de développer toi-même et des compétences. C'est exactement ça. C'est toi-même qui vas chercher les ressources dont tu as besoin. C'est toi qui fais tout, tu es l'artisan de ta création de A à Z. Même si tu vas utiliser des prestataires, tu vas faire appel à des formateurs et tout, mais tu es totalement libre de ton temps. Et c'est toi qui fais la totalité de tes choix. Et ça, en termes de développement, mais ça peut faire booste, peur. Ça booste de ouf. Bien sûr, ça fait peur. Celui qui est habitué à être salarié, qui a un cadre, quand tu te trouves du jour au lendemain totalement libre et ton temps tu l'utilises comme tu veux, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai eu des périodes comme ça où je me dis. C'est normal parce que quand tu es entrepreneur, déjà tu prends toi-même tes décisions. Et quand tu es dans la mauvaise route pendant des années, tu peux rester pendant 30 ans dans la mauvaise route. Parce que personne ne le dira. Alors quand tu es salarié, tu auras un boss, peut-être un collègue qui va te dire tu fais pas ça tu sais pas la bonne manière. Mais là quand tu es entrepreneur, tu fais toi-même ta direction et tu peux être dans la mauvaise direction pendant des années. C'est ça, parce que personne te fait de critiques constructives, tout le monde te dit c'est bien. Alors qu'on ne pense même pas, tu vois. C'est ça. D'où le séminaire que je parlais tout à l'heure. D'où la formation que je suis en train de faire et on a un groupe où on peut, par exemple là j'avais une question sur moi qui était importante pour moi. J'ai envoyé la vidéo, j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez? Critique constructive, hashtag critique constructive, et j'ai eu des critiques magnifiques quoi, tu vois. Alors que autour de toi, personne te dit attention à ça, là j'aurais fait comme ça, etc. Et ça c'est magnifique, juste avoir un groupe pour ça. Ouais, on est d'accord. Donc c'est une école qui est centrée sur l'entrepreneuriat. La bienveillance. Par l'entrée, développement personnel, amélioration de soi, tout ça, c'est ce que tu fais. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, pour en revenir sur la pyramide 2000, toi, tu l'as un peu documenté dans ce livre qui s'appelle Créer la vie de vos rêves, que vous pouvez trouver sur Amazon principalement, et dans certains libraires qui ont voulu t'éditer. Donc on les remercie parce qu'effectivement, c'est pas si facile de rentrer dans le livre quand on est auto-édité. Donc tout est bien documenté. Je trouve qu'il est. Beaucoup de valeur. Ouais, il est très intéressant. Moi, j'aime bien les manuels, perso. Ouais, c'est vrai que c'est un manuel, t'as raison. Alors que les jeunes, ils aiment bien les romans, mais c'est ça, c'est un guide pratique. Ouais, c'est des guides pratiques que vous pouvez lire. Et souvent, c'est beaucoup les Américains qui ont créé ces types d'outils. Et du coup, toi, la pyramide 2000, est-ce que tu as utilisé des penseurs ou de la bibliographie pour pouvoir créer ce livre ou tout vient de toi? Non, j'aurais pas cette prétention tout simplement. Non, comme j'aime bien cette phrase bien connue, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, en réalité, on va dire que 90% du contenu, alors là, contenu formatif, parce qu'il y a la partie témoignage, c'est du contenu qui existe. Il y a quand même 10% où c'est de ma création, notamment dans la gestion du temps, une méthode que j'ai créée. Après, bon, là, j'ai plus comme ça là en tête, il y a peut-être quand même 2-3 choses dans le livre. Par contre, ce qui est novateur, c'est l'enchevêtrement des étapes. D'accord. Ok, les informations sont connues, mais la méthode et la façon dont tu crées la méthode est innovante en fait. Exactement. Si je fais une analogie, c'est comme si tu étais cuisinier, que tu vas avoir des tomates, des poireaux, des pommes de terre, tous ces aliments, ils existent. Par contre, le plat que toi tu vas créer, il sera différent. D'un homme à l'autre. Parce que peut-être qu'il s'est jamais fait. La recette est différente. Alors, c'est quoi l'innovation principale en quelques mots de cette pyramide 2000? L'innovation principale, c'est une très bonne question et je peux te répondre spontanément. C'est vraiment la feuille de route. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment ça en fait. Alors la feuille de route, elle a quoi? Elle est facile à mettre en place? Ou tu l'as bien décortiquée? C'est quoi le travail que toi tu as fait Oui, c'est vrai que d'une certaine manière, ça a pu, sur certains aspects, me mettre entre guillemets reproché. Pourquoi? Parce que j'ai une vision du monde global. D'accord. Donc peut-être que certains experts de la formation pourraient se dire ah oui, mais c'est survolé. Les concepts sont survolés. Mais en fait, en réalité, de mon expérience en formation, ce qui est important, c'est pas non plus... c'est un peu comme quand tu prends un livre où il y a beaucoup de contenu, mais en fait, tu vas retenir quoi du livre? Dans la communication, on le sait, on retient 10% tu vois, de ce qu'on communique. Tu viens de relire les livres. Là, c'est ça. Donc, moi, c'est vrai que j'utilise vraiment cette force que j'ai dans cette méthode globale et cette vision globale, c'est vraiment de pouvoir donner des concepts qui, à la base, pourraient paraître compliqués, pour les simplifier et que ce soit à la portée d'une personne, même je pense à mon fils, Arthur, qui avait 14 ans quand j'ai commencé à l'écrire et il comprenait complètement ce que je faisais. Donc c'est facile à implémenter. Ouais, c'est ça exactement. Et je ne sais plus quel président
Je crois que c'est Churchill qui disait ça quand il y avait ses conseillers, qui avait un conseiller qui disait j'ai quelque chose à vous dire, puis il lui disait demandez à mon petit-fils. Enfin, parlez-en déjà à mon petit-fils, s'il comprend, il a 8 ans, vous pouvez me le dire. Tu sais, ça c'est ma philosophie aussi. Si tu peux l'expliquer à un enfant de 8 ans, eh bien c'est que c'est bon, ça marche. Donc oui, c'est vrai que je reconnais qu'il y a des personnes qui ont une expertise et puis qui te balancent tout leur savoir. Ils utilisent leur jargon, etc. Voilà, c'est ça. Dans le milieu de la finance, par exemple, etc. Ils compliquent exprès, et après il faut simplifier un max. À la limite, ils ont leur langage et puis ça va parler à certaines personnes parce qu'ils ont ce langage-là. Mais moi, c'est pas le mien. Déjà, c'était pas le mien à l'école. Et donc, je préfère parler aux personnes qui, n'ont pas de compétences et se disent en fait, c'est ludique, c'est facile à mettre en place. Et entre nous, est-ce qu'un entrepreneur a besoin d'être un pro du marketing? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Avoir les bonnes méthodes. Voilà. Alors, du coup, comment toi tu as documenté quels sont les livres que tu as lus? Comment quelles sont les ressources que tu as utilisées? C'est les ressources d'une vie, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, c'était un moment pour moi d'introspection pendant pas mal de mois, presque un an. Et donc ça a été aussi une manière pour moi de reprendre tout mon parcours, donc les livres que j'ai lus. Alors tu peux en citer quelques-uns? Oh oui, je peux en citer quelques-uns. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, L'Alchimiste, qui est vraiment un des premiers livres que j'ai de développement personnel, roman initiatique. Je trouve que c'est même un peu un livre philosophique, tu vois. Ouais, même philosophique, complètement. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est un des premiers livres quand j'étais adolescent qui m'a vraiment plu. Et puis ensuite, on pourrait avoir d'autres livres qui m'ont inspiré. Je pourrais par exemple, en termes de gestion du temps, The One Thing. Elle est à l'essentiel. Tu vois, quelle est l'action primordiale que vous devez faire chaque jour. Si je te donne un autre exemple, dans le domaine peut-être du développement personnel, c'est vrai qu'il y a le livre de l'instant présent aussi, d'Eckhart Tolle, que je pourrais, que je pourrais citer. L'Alchimiste, il est là. J'ai l'impression que ce livre-là, il fait vraiment résonance dans la communauté féminine. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui le lisent. Alors, en plus, c'est un gros pavé, moi je l'ai jamais lu. Non, il est pas énorme. Non, moi, je crois que c'est un gros pavé. Non, il est tout petit. Non, il est pas... tout petit. Ouais, il est assez petit. J'ai l'impression qu'il était gros. Il est petit. Ouais, il est assez petit. Je l'ai pas là. Mais j'ai jamais compris vraiment le... Il est difficile à lire, il faut prendre le temps, il faut comprendre ce qu'il a en tête, ce qu'il veut transmettre, il y a un peu de méditation à chaque phrase, c'est ça. Moi, je l'ai lu en longtemps. Non, en longtemps. En longtemps, oui, tu l'as lu. J'essaie de comprendre ce qu'il voulait te transmettre. Et au bout d'un moment, dès que tu captes, en fait, tu dis, waouh, en fait, c'est magnifique. Mais je te rejoins complètement. Mais j'ai mis du temps à capter ce qu'il voulait dire, tu vois. Je comprends. La première fois que je l'ai lu, je crois que j'avais 29 ou 30 ans. Et je comprenais certains concepts. Mais c'était encore trop vague. Là, j'en ai racheté un de lui, je sais plus c'était lequel. J'ai commencé pareil, ça me fait la même chose. J'ai dit, je vais attendre. Et souvent, quand tu le reprends, c'est au bon moment. T'es pas obligé de le lire d'une traite. Est-ce que c'est un livre que vous conseillerez, vous, à des personnes qui commencent pas au début. Le développement personnel? Je trouve que c'est trop fort. Trop technique. Trop fort, tu vois. En plus, j'ai l'impression que c'est le livre à la mode qu'il faut lire. Ça va trop loin, tu vois. C'est ce que je pense. Non, complètement. Faut commencer, tu vois, simple, les bases, les principes simples, la vision, etc. Je suis d'accord. Et là, ça va trop loin dans le développement personnel. Mais s'il continue, il va y aller. Ouais, je suis d'accord. Tu vas vers différents points et ça en fait partie. C'est ça. D'accord. Mais après, pour te répondre et pour terminer, c'est aussi notamment toutes les formations que j'ai pu suivre. Oui, effectivement. C'est ça de mon parcours, parce que j'en ai suivi pas mal. Et puis après, de manière empirique, ma vie, les expériences, ce que j'en ai retiré, les thérapies aussi, les nombreuses thérapies que j'ai pu faire. Thérapie courte, je parle, thérapie brève. D'accord. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as peut-être le sens de l'introspection. Parce que tu peux accumuler des choses dans ta vie, mais si tu n'es pas capable. Tu te remets pas en question. Oui, puis tu as l'analyse de ce que tu as fait, c'est dur d'en tirer des enseignements derrière. C'est ça. Parce que là, ils ont des vies très riches, ils font plein de choses, ils voyagent et tout, mais ils ont du mal un peu à lier les choses entre elles, tu vois. À comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi. Oui, parce que par exemple, t'es un peu comme moi, Et sur des matchs, tu peux avoir des enseignements hyper importants avec des rencontres qui te font penser à des choses que tu as vécues il y a 3 ans, parce que tu arrives à créer la pensée un peu globale, ce que tu appelles le côté holistique, tu vois, de la chose, et ce que tu mets en évidence dans ce livre-là. Et du coup, est-ce que... Donc ça, c'est une méthode aussi que tu proposes
aux personnes que tu as formées. C'est ça, aux porteurs de projets, effectivement, aux intentionnistes. Ouais. Et du coup, c'est quoi le retour quand ils le mettent en application? Le retour, c'est que ça marche. C'est que ça marche dans le sens où c'est vraiment, je le répète, c'est cette feuille de route. Tu vois, c'est comme si... je reprends simplement le slogan, ce que je peux dire, ça pourrait être un slogan d'une de mes apprenantes, c'est comment passer de l'impossible, ce qui nous paraissait impossible, au possible. Je crois que ça résume bien. Ok, très bien. Et toi, comment tu t'évalues que ça a marché? C'est quoi objectivement les... Objectivement, c'est vraiment ce que je vis actuellement. Où aujourd'hui, j'ai, en tout cas pour vraiment ce point de vue-là, j'ai vraiment une foi inébranlable. Et donc, je vis vraiment le moment présent. Non, mais par rapport à ceux qui suivent... Aux clients. Aux clients, tu parles. Aux apprenants. Et la question, c'était comment toi, tu t'évalues? Tu te dis, ah oui, ok, cette méthode-là que je propose, oui, elle a vraiment un sens. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais comment je l'évalue sur deux aspects. Un, la personne elle est sur la route, ça y est, c'est parti, elle va entreprendre. Ouais, très bien. Et l'autre partie, ça c'est la surprise, c'est des personnes qui arrêtent en cours de parcours et qui se disent en fait c'est pas pour moi. Oui. Ah oui, ça les a réveillés Ouais, complètement. Donc en fait, ça veut dire qu'elle marche, parce que c'est le but en fait. Oui, tu leur donnes un chemin et puis ils peuvent se dire au moment, en fait, c'est pas mon chemin. Voilà, ou alors c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oui, parce que c'est en remise en question. C'est ça. Comme tu disais à un moment dans ton parcours, tu avais besoin de trouver ta voie après plusieurs années, à partir de 36-37 ans, parce qu'il fallait aussi que tu parcours toutes ces expériences pour pouvoir comprendre. Exactement. C'est un peu le principe de la dialectique chez Hegel, où lui il dit, grosso modo, pour pouvoir trouver sa voie, tu as besoin d'expérimenter certaines choses. Et ça fait partie du principe de la dialectique. Tu vois. Et c'est l'expérimentation, c'est-à-dire que c'est pas fait pour toi, pour savoir que ça c'est fait pour toi, tu vois. Tu as besoin d'expérimenter pour savoir. Et sans ça, tu peux pas savoir en fait. La théorie... Et donc, échouer, ça fait partie du chemin, tu vois. Process. Et ça, c'est le principe de la dialectique chez Hegel. On est d'accord, je suis quand même d'accord. Ok, très bien. Et par rapport à l'école, alors du coup, elle pourrait se créer à partir de quand? C'est déjà dedans, parce que je suis en train de la créer. Et puis... dans les premiers cours du moins. Ouais, les premiers cours. J'ose imaginer que l'année prochaine, il y aura déjà un premier événement que j'aimerais bien mettre en place, mais encore 2 ans. Dans 2 ans? Ouais, je pense 2 ans encore. Ok. Ouais. Et tu sais à peu près comment ça va se structurer? Ce sera des événements, ce sera un cursus... plutôt des événements ou des cursus longs au sein de l'école avec un système d'encadrement? En fait, j'ai déjà vraiment la vision dans ma tête, et ça c'est mon côté artiste qui parle, c'est que je vois vraiment... comme un programme, soit par semestre, et avec différents événements. Donc ça peut être du gratuit, des conférences, ça peut être des ateliers, une après-midi, par exemple sur les problématiques entrepreneuriales, trouver des clients, puis après on se retrouve entre plusieurs entrepreneurs, et puis chacun un peu, on fait fonctionner... Les bonnes pratiques. Ouais, c'est ça, l'intelligence collective, tu vois, on peut s'entraider. Et puis ensuite, moi-même, de mon côté, mes séminaires, et puis toujours aussi profiter de ce bâtiment pour mes clients entreprises aussi. D'accord, très bien, très bien. Ok. Parce que toi, au début, tu avais des questions, parce que moi, je pense... non, moi je le connais par cœur. C'est pour ça que je parle pas trop, je te laisse découvrir. Des choses qu'on n'a pas évoquées, sur lesquelles tu voudrais un peu approfondir? Comme ça, spontanément, non. J'ai pas... C'est bien, j'étais exhaustif. Ouais, très bien. Bon, on va mettre le lien du bouquin dans le descriptif. Cliquez, achetez-le. Ouais, puis le lien de la chaîne YouTube aussi. C'est ce que j'allais dire, la chaîne avec YouTube. Grand plaisir. Et autre chose si tu le souhaites. Non, peut-être que si je pouvais peut-être donner un conseil pour ceux qui nous regardent. Allez, c'est parti. Des conseils, allez. Des conseils, si tout de suite, si j'avais un conseil à donner, justement, tu sais, quand on parlait du pouvoir du moment présent, tu sais, si on parlait de, j'aime pas trop ce terme-là, mais de niveau, c'est peut-être de niveau de conscience. Je pense que pour quelqu'un qui entreprend, cultivez votre réseau. Les rencontres forgent une destinée, ça vient pas de moi, mais vraiment les rencontres forgent une destinée, donc cultivez le réseau. Et de pratico-pratique, moi j'aime le pratico-pratique. C'est quoi le truc à faire? T'es chez toi, tu fais quoi? T'es chez toi, je regarde la vidéo et je me dis, faut cultiver son réseau, je fais quoi? Cultiver ton réseau, je vais te dire, c'est simple, tu peux concrètement lister, même si c'est 2-3 personnes, peu importe, liste des personnes qui peuvent t'apporter. Ou c'est ce qu'on appelle aussi l'étude métier par exemple. C'est des personnes où tu dis tiens, elle, pourquoi je la contacterai pas, peut-être qu'elle peut m'apporter dans ce que j'ai à faire. Et surtout ce que je me suis aperçu, c'est que les gens en général souvent aiment partager ce qu'ils ont fait, leur parcours. Donc ils vont pas te mettre une porte au nez. Donc déjà lister de ces personnes et de prendre le courage, si je puis dire, de les contacter et de pas hésiter, à leur poser des questions,
et que d'une rencontre à une autre, tu vois, tu peux en fait derrière cultiver ce réseau. Et si j'avais un deuxième conseil aussi à donner, c'est sortez de chez vous. Bien sûr. Et puis, sortez de chez vous, allez dans des événements. Si tu as envie d'entreprendre, tiens, l'autre fois, il y avait un événement à la Chambre du commerce, c'est le moment d'y aller. S'il y a un événement, peut-être que des structures font sur l'entrepreneuriat, allez-y, rencontrez des gens, des porteurs de projets. Documenter, Internet. Parce qu'il y a bien sur le réseau, même sortir et puis parler de ces projets. Ouais, c'est ça, parler de vos projets, exactement. Ok. C'est ce que je peux dire. Très bien, très bien. Merci Gabriel pour merci à vous. Merci. C'était riche. C'était instructif. Très bien, merci. Effectivement, on n'a pas rentré sur tous les sujets, mais on a survolé. Peut-être une prochaine fois. Et on te réinvitera peut-être pour parler de sujets bien plus spécifiques. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles on revient assez souvent, qu'on a déjà nous développé, nous deux, sur les points de podcast. J'ai regardé certains de vos podcasts, effectivement, si un jour vous voulez qu'on focus, on le fera. Pas de soucis. Merci Gabriel. Merci David pour tes interventions. Merci Edir. Merci des questions pertinentes. Et puis merci aux auditeurs. Merci Karim. N'hésitez pas à réagir. Merci à Karim, derrière l'homme de l'ombre. Effectivement, le vidéaste, toujours opérationnel et professionnel surtout. Bien sûr, likez, partagez et abonnez-vous. Merci. Ciao. Ciao.